Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà, vous êtes bien nombreux, ravis que ce débat vous intéresse. Deliveroo-nous du mal. On pourrait plutôt dire Deliveroo nous fait du mal. Hein. Il me semble qu'il manque un verbe dans ce titre. Donc je vais commencer en fait avec la fameuse phrase, puisqu'en plus on est dans le thème général du pouvoir. La fameuse phrase de Warren Buffett, le milliardaire américain, qui, vous vous souvenez, il y a quelques années, avait dit « Il existe bel et bien une guerre des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui fait la guerre et qui la gagne. » Vous vous en souvenez, ça défraye la chronique. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, aujourd'hui, une des armes importante, je ne dirais pas majeure parce qu'il y en a d'autres, mais de la classe des riches, c'est bien l'économie, le business model de l'économie de plateforme. Ce fameux business model qui est en effet très dangereux, non seulement pour ce qui est de la transformation des secteurs de l'économie en général, mais aussi évidemment de la transformation du travail et de l'emploi. Donc, c'est vrai que là, cette soirée se fait en marge, comme le disait le présentateur de l'Assemblée générale européenne des livreurs. Ici, on a beaucoup de livreurs européens qui sont venus dans le public et qui pourront aussi débattre avec nous tout à l'heure. Donc, toutes ces plateformes, elles ont en effet... que ce soit Foodora, Deliveroo, Uber pour les taxis, Amazon pour la grande distribution, elles ont en commun en fait d'être des employeurs hors la loi. Des vrais employeurs voyous, cachés derrière leur algorithme. Et donc il me semble que c'est en effet essentiel de voir dans quelle mesure ça transforme non seulement le travail, mais aussi la société dans son ensemble, puisqu'on est vraiment il y a une mainmise très forte on va vraiment vers une déconstruction, on va dire, de l'État social, étant donné que ces employeurs n'ont plus ne se sentent plus obligés de rien, ni vis-à-vis des syndicats, ni vis-à-vis de l'État qui souvent les encourage. Donc voilà, poser le décor peut-être un peu brutalement, mais bon, je pense que c'est intéressant de lancer cette question du pouvoir économique qui prend le pas sur le pouvoir politique. C'est ça le néolibéralisme. Donc voilà, tout ce modèle-là mène finalement à une exploitation salariale extrême. Et on voit là un retour à des pratiques patronales dignes du 19e siècle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est tous les jours maintenant les livreurs, par exemple, hein, mais il y a d'autres travailleurs de plateforme, mais on les voit dans les rues partout, etc. Et ça fait partie du paysage urbain. Et peu à peu, ça devient comme normal, parce qu'on ne sait pas forcément non plus dans quelles conditions ils travaillent. Et donc, ces pratiques du 19e siècle, c'est comme si la quatrième révolution industrielle que nous vivons, celle de l'économie de plateforme, elle rejoignait finalement la première, hein, et que la législation sociale n'avait jamais existé. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que justement, ce thème de transformation du travail, il va être abordé de différentes manières par chacun des invités ici. On commencera par Marc Zune, qui est sociologue, professeur à l'UCL, et qui va intervenir sur la définition de l'économie de plateforme et ses conséquences sur l'emploi et le travail, plus ou moins. Et ensuite, Marco Rocca, juriste, donc au CNRS à Strasbourg, qui interviendra donc sur un panorama. Il fera en fait l'état des lois. Moi, j'ai fait l'état des lions. Lui fera l'état des lois. L'état des lois qui facilite l'exploitation. Donc, un panorama justement sur différents pays.
pour montrer à quel point finalement les législations nationales, en effet, encouragent finalement ce business model dont je parlais auparavant. Ensuite, donc, on se tournera vers les trois invités qui sont issus de l'Assemblée générale européenne des livreurs. Donc, j'en dis juste un tout petit mot de cette assemblée parce que, bon, elle nous a occupés toute la journée. Ça a été passionnant, je pense, pour tous. Donc, c'est 60 livreurs, 30 syndicalistes qui soutiennent les livreurs dans leur lutte nationale, de 12 pays qui se rencontrent aujourd'hui et demain pour aller justement vers, disons, un mouvement plus coordonné au niveau européen. Voilà, donc, et donc demain, oui, pendant que j'y pense, parce que comme je suis un peu fatiguée, c'est possible que j'oublie par la suite, la fin de cette assemblée se terminera par une manifestation à 18h, porte de Namur. Donc pour ceux que ça intéresserait de venir rejoindre les livreurs qui se joignent à la masse critique, ça pourrait être voilà, intéressant qu'on ouvre aussi, puisque ce mouvement des livreurs concerne évidemment tous les travailleurs. Et voilà. Donc maintenant, donc je présente Martha, Paul et Jérôme. Martha Posito, qui est donc livreuse et membre du Riders Union Bologna. Paul Olai Olsen, qui vient de Norvège, qui est donc rider Foodora et qui est aussi délégué syndical au sein de Foodora. Et également élu au comité d'entreprise de Deliver Hero, qui est donc le groupe multinational qui domine Foodora. Et enfin, Jérôme Pimot, qui est l'un des fondateurs du CLAP, que certains connaissent, le collectif des livreurs autonomes à Paris, et qui est donc depuis très longtemps aussi, qui a été livreur et puis qui est depuis le départ donc un des premiers à avoir mobilisé aussi sur toutes ces questions. Donc voilà, on va commencer avec Marc Zun sur des définitions importantes. Pardon, juste avant de débuter, voilà. Donc, je suis Jean-François, je suis de l'équipe de l'organisation. Donc, je serai là pour assurer la traduction. Nous sommes vraiment désolés, on a un souci technique avec notre logiciel de traduction. Donc, Paul s'exprimera en anglais. Yeah, but maybe I could not translate then. Voilà, donc je traduirai ce que Paul dira. Je lui traduirai également vos questions que vous allez lui adresser en français. And just by curiosity, any of you guys do not understand French? Some of you? Yeah, so I guess, yeah, it's we're very, very, very sorry for that, but I mean, yeah, we cannot speak while everyone else is speaking, so hopefully you'll get some of it. Voilà. Désolé pour cette... Ok. Bien. Alors, je vais donc donner quelques mots pour amorcer un peu le débat. Moi, je suis sociologue du travail. Il se fait que j'ai travaillé sur ces questions de travail dans l'économie collaborative. Et donc, je vais essayer de donner quelques points un peu de cadrage sur comment, sociologiquement, on peut comprendre le développement du travail et de l'emploi dans un contexte
d'économie collaborative et d'économie de plateforme qui va nous intéresser plus particulièrement. Et je vais organiser mon exposé un peu en 2 points. Un, je vais m'interroger un peu ce que devient le travail et l'emploi en tant que tel, qu'est-ce que cette économie fait au travail et à l'emploi. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien revenir sur quelques idéologies, quelques utopies, quelques modèles normatifs qui se retrouvent derrière cette économie collaborative dans une variété de formes et qui constituent d'une certaine manière la justification un peu morale ou normative à une alternative au salariat. Et à partir de là, j'aimerais bien en développer quelques traits et de voir dans quelle mesure cette économie collaborative peut tenir ses promesses en fonction de un peu de ces utopies qui sont sous-jacentes. Mais donc tout d'abord, les formes d'activité que l'on range derrière l'appellation d'économie collaborative, en fait, elles sont très très variées, elles sont très hétérogènes. Pour certains, ce sont des nouvelles manières par lesquelles on peut faire des services en passant par l'intermédiaire de ces fameuses plateformes qui vont servir d'intermédiaire entre une activité que l'on peut réaliser, par exemple quand on est graphiste, quand on est traducteur, quand on est informaticien, et on va pouvoir rencontrer une demande des clients qui ont des besoins, et par l'intermédiaire de la plateforme, il va y avoir un matching d'une certaine manière entre des compétences qui sont proposées et puis des besoins qui sont exprimés, qui peuvent passer par Internet et qui peuvent être complètement dématérialisés. Et puis à côté de ça, on a des cas, bien entendu, comme Uber, comme Deliveroo, qui reposent également sur des plateformes, mais là on a du travail physique, concret, qui n'est pas du tout dématérialisé, qui s'y exprime. Pour d'autres encore, l'économie collaborative peut englober des initiatives comme le développement du logiciel libre ou bien participer à une plateforme, enfin à des dispositifs comme Wikipédia. Bref, l'éventail peut être très très large et aucune définition n'est très précise. Par contre, le fait d'analyser, d'essayer de comprendre en quoi les plateformes influencent le travail et l'emploi, ça c'est un point commun, on pourrait dire, de l'ensemble de ces initiatives. Alors un premier point quand même qu'il est nécessaire d'avoir en tête, c'est de se demander si cette économie crée de l'emploi et quelle est la nature au fond de ce travail et cet emploi qui est créé. Alors pour cela, une distinction classique que vous connaissez sans doute, mais qui est importante, c'est la différence que l'on fait entre travail et emploi. Le travail, ce sont toutes les activités que nous menons et qui ont une utilité sociale. En ce sens, faire ses courses, laver sa maison, conduire ses enfants à l'école, aider son voisin, c'est du travail dans le sens où ça a une valeur sociale. L'emploi, ce sont toutes ces activités qui sont converties, on pourrait dire, parce qu'elles deviennent rémunérées, parce qu'il y a un contrat dans une activité qui va être reconnue comme sortant, on pourrait dire, du bénévolat ou des relations interpersonnelles et va devenir une activité reconnue et qui appelle des institutions qui vont encadrer désormais cette relation d'emploi. Le périmètre du travail, il est donc infini. Toutes les activités sociales que nous avons, c'est du travail. Le travail ne s'arrêtera jamais. L'emploi peut accroître ou baisser dans certains secteurs d'activité donnés. Il s'accroît aussi ou il se rétrécit, il bouge en fonction des activités que l'on va considérer comme étant dignes d'être prises de devenir rémunérées et de devenir encadrées par une forme d'institutionnalisation. L'économie collaborative, en partie, accentue ou bien reconnaît ou amplifie des emplois ou en tout cas des activités de travail qui étaient déjà rémunérées. On pourrait se dire le métier de coursier à vélo existait avant les plateformes. Le fait de conduire quelqu'un en voiture, c'était les taxis, ça existe. Et puis, à côté de ça, le propre de l'économie collaborative, c'est d'essayer aussi de créer des nouvelles activités, de les créer en forme d'emploi,
hein, même si on verra que l'encadrement juridique est quand même très compliqué, mais de faire par exemple que promener son chien puisse devenir une activité rémunérée et que sur Liste Minute, on puisse proposer à tout son quartier d'aller promener les chiens et donc que ça devienne quelque chose de rémunéré. Ou bien précédemment, quand certains faisaient à manger chez eux et avec la plateforme Menu Nextdoor proposaient aux voisins des lasagnes qui étaient préparées, etc. Donc on voit bien que l'économie collaborative peut avoir un impact sur le travail, sur l'emploi, par les extensions ou par le fait de reconfigurer une série d'activités qui vont devenir des activités rémunérées. Ça veut dire qu'il y a aussi une extension du marché, on pourrait dire, hein, de marchandiser des activités qui n'étaient pas rémunératrices auparavant et qui vont le devenir. Ça, c'est un effet d'une volonté de ces plateformes de convertir des petites activités pour que ça devienne de l'emploi. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est au fond, c'est pratiquer ces emplois-là ou ces activités rémunérées. Quelle est la forme, quel est le contenu de ces activités, ou plutôt quelle est leur consistance? Alors, il y a deux traits, au fond, qui ressortent assez fortement, que l'on peut identifier. Tout d'abord, on sait que ces emplois ne relèvent pas du statut salarié. Ça, c'est quand même une grande particularité. Ces plateformes se défendent d'entretenir un lien de subordination avec les personnes qui travaillent avec elles. Elles disent, au fond, on est au service de travailleurs indépendants qui utilisent notre plateforme pour trouver des clients, mais en aucun cas nous n'avons un lien de subordination et nous favorisons plutôt la liberté de ceux qui veulent collaborer avec nous. Uber dit par exemple, n'importe quel chauffeur Uber peut tout à fait travailler avec d'autres plateformes. C'est donc bien qu'ils sont libres d'organiser leur temps, ils sont libres de se connecter quand ils veulent pour travailler avec notre application et notre plateforme. Mais cette évolution est le symptôme de deux évolutions. Un, c'est le développement de cette catégorie, on pourrait dire, des travailleurs indépendants, économiquement dépendants. Cette nouvelle catégorie de personnes qui ont un statut ou qui se rapprochent plus de l'indépendance que du salariat, mais qui sont économiquement dépendants d'un seul donneur d'ordre. Alors c'est quelque chose qu'on connaît déjà d'une manière générale. Il y a des salariés qui sont licenciés et puis les employeurs disent, écoute, en fait on peut continuer à travailler mais tu te mets sous statut d'indépendant et tu seras sous-traitant. Dans certains secteurs d'activité, l'informatique par exemple, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Ces informaticiens indépendants qui travaillent dans les banques et qui travaillent là depuis 10 ou 15 ans sous statut indépendant. Mais d'une certaine manière, le travail dans l'économie collaborative contribue au développement de cette catégorie, c'est-à-dire de ne pas être sous statut salarié, d'être indépendant, mais de ne pas avoir les caractéristiques qui sont habituellement associées au travail indépendant, comme se constituer une clientèle, avoir une source d'autonomie, développer son projet d'activité en fonction de ses ambitions ou de ses clients ou de l'évolution. Ici, c'est d'être dépendant d'un donneur d'ordre. Et la deuxième tendance, deuxième évolution, c'est que ces statuts nouveaux, ces activités nouvelles, participent au développement de la catégorie que l'on peut appeler des travailleurs pauvres. Ce sont des activités qui sont faiblement rémunératrices, qui ne permettent pas généralement de gagner suffisamment pour pouvoir vivre. À nouveau ici, ce sont des évolutions que l'on connaît à travers le salariat, c'est notamment les temps partiels subis, toute une série d'activités tout à fait classiques qui deviennent rangées sous la catégorie des travailleurs pauvres. Mais voilà, les montants qui sont perçus dans l'activité, dans ces formes d'activité, sont souvent faibles, ou en tout cas nécessitent énormément d'efforts pour pouvoir arriver à des salaires qui dépassent la moyenne ou le SMIC. Uber indique par exemple que les chauffeurs gagnent 1 700 € net pour 50 heures de travail par semaine. Les travailleurs indiquent plutôt gagner entre 1 200 et 1 400 € pour 80 heures par semaine. En France, on en parlera peut-être, il y a eu le développement du statut d'auto-entrepreneur qui facilitait le fait de se mettre comme indépendant. Ce n'est pas directement lié ici aux plateformes, mais 90% des personnes qui travaillent sous ce statut depuis au moins 3 ans gagnent moins que le SMIC.
Hein, et pour la plupart, au fond, ils ont très très peu de chiffres d'affaires. Alors, mon deuxième point est le suivant. Donc, on est face plutôt à des nouvelles formes d'activité. Mon premier point, c'est donc de dire ce sont certaines formes d'emploi et ce sont des formes d'emploi qui sont peu rémunératrices. Et il y a un vrai enjeu là d'augmentation des revenus et de clarification des statuts. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais bien développer rapidement, c'est qu'en fait, derrière ces plateformes, il y a, elles charrient, on pourrait dire, elles mobilisent certaines visions du travail alternatives. Alors ça, on peut les retrouver à travers les discours de ceux qui sont les protagonistes, que ce soit les responsables de ces plateformes, de ces entreprises, mais aussi certains observateurs qui cherchent à pousser ce modèle-là. Il y a au moins deux modèles qui sont présents là derrière. Un premier modèle, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous avez déjà peut-être entendu parler. L'idée, c'est de se dire qu'il y a toute une série de biens qui sont dormants, des biens qui sont sous-utilisés. Ça peut être la voiture qui doit circuler plutôt que d'être garée. C'est la chambre dans l'appartement qui est vide et qui pourrait être proposée à quelqu'un, hein, Airbnb. Ça peut être la foreuse, le cas typique de la foreuse qui traîne dans la cave qu'on n'utilise pas et qu'on pourrait partager avec d'autres. Des plateformes permettent de faire rencontrer des demandes et ces biens dormants pour pouvoir activer ces biens-là. Alors, l'idée fondamentale, c'est que ce modèle-là ne parle pas du travail en tant que tel, mais se dessine l'idée suivant laquelle celui qui a une chambre libre ou celui qui a une voiture qui ne circule pas ou une foreuse, au fond, peut rentrer en contact avec quelqu'un d'autre qui a besoin de cette fonctionnalité-là. Et les rapports ne devraient pas être antagonistes, ça devrait presque être un win-win. Les intérêts pourraient converger, pour autant que chacun se conforme un peu à son rôle. Ce qui fait l'objet de l'échange, c'est le bien, ce n'est pas la constitution d'une relation, pour le dire un peu autrement. Alors, quel est le problème là derrière, ou le problème potentiel? C'est la dépersonnalisation. C'est le fait que, vis-à-vis du client, on voit bien comment ça se passe. Ce sont des plateformes qui vont mettre en relation un bien et quelqu'un qui porte ce bien et un client, un consommateur, un destinataire. Mais ce n'est pas l'idée de faire un lien social entre des personnes, c'est de partager un bien qui est fonctionnel. Et donc le risque de dépersonnalisation, on le sait, c'est quand les clients vont évaluer le prestataire, vont lui attribuer une cote de manière tout à fait dépersonnalisée, c'est-à-dire en sortant de l'interaction, vont l'évaluer, comme on le fait quand on évalue un bien sur Airbnb ou une course sur Uber, etc. Ça a une conséquence, c'est que ce n'est pas une relation qui est constituée, c'est une relation d'évaluation qui met le consommateur dans une situation d'hyper-pouvoir du consommateur qui a le droit, au fond, et qui se donne le droit d'évaluer directement la prestation de la personne. Mais cette relation est aussi dépersonnalisée vis-à-vis de l'algorithme, vis-à-vis de la plateforme. Alors là, juste un mot. Être géré par un algorithme, l'algorithme de ces plateformes est censé optimiser le rapprochement entre deux, faire l'intermédiaire entre deux parties. On sait maintenant, et sans doute que ce sera développé dans les interactions, les algorithmes ne sont pas neutres, ce n'est pas juste un instrument qui fait de l'optimum, c'est un instrument de gestion, on pourrait dire de gestion des ressources humaines, hein, de gestion du personnel. L'algorithme, il calcule, il retient, il capte des informations, il va motiver les personnes qui sont sur la plateforme, il va les récompenser, il va reconnaître leur effort, il va accompagner, il va sélectionner, il va aussi sanctionner. Bref, l'algorithme est vraiment un intermédiaire actif dans la relation et pas du tout un simple instrument d'allocation des ressources. Là où c'est dépersonnalisé, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune manière de discuter avec l'algorithme. Il n'y a pas moyen de négocier avec l'algorithme. Il n'y a même pas moyen de comprendre comment l'algorithme fonctionne, puisque c'est l'atout capitalistique de ces plateformes. Et là, il y a une source d'injustice, ou en tout cas un problème majeur également. Un deuxième élément, une deuxième source un peu idéologique qui est là derrière, je peux encore prendre une minute, vient davantage dans la relation que, prenons le cas d'un graphiste, ou prenons le cas
d'un codeur de logiciel qui reçoit, qui répond à une commande qui vient d'un client. Sur ces plateformes de type Upwork, les personnes vont dire, voilà, moi je suis compétent pour faire de la traduction. Un client va dire, voilà, j'aimerais bien une traduction d'un texte de 15 pages de telle langue en telle langue. Tout d'abord, tout ça est mondialisé, donc n'importe qui peut soumettre un prix qui devient un prix mis aux enchères, des enchères inversées, hein, puisque le marché devient mondialisé, mais puis il prend la commande. Là, il y a une relation qui est faite, d'une relation de prestation, d'une tâche spécifique, hein, qui est plus ou moins standardisé, mais qui est quand même un travail qui va être moins standardisé que dans les cas précédents que j'ai vus. Derrière ça, il y a le modèle qu'on appelle du travailleur nomade, qui est une vieille idée qui remonte déjà dans les années 90 et qui vient d'être remise un peu au goût du jour avec la figure du digital nomade. Le digital nomade, c'est celui qui se trimballe avec un ordinateur dans son sac à dos, qui peut... tant qu'il trouve une connexion Wi-Fi quelque part, il peut commencer à travailler et il va faire un travail comme ça dématérialisé, ce qui va lui autoriser d'avoir des modes de vie qui peuvent être des modes de vie qui transgressent toutes les frontières habituelles, c'est-à-dire y compris les frontières nationales. Il va pouvoir voyager et partout où il sera, il pourra travailler. C'est un modèle qui consacre la liberté radicale, au fond. La liberté et l'affranchissement presque radical de toutes les frontières des métiers, de toutes les frontières nationales, voilà, une liberté à la fois de mouvement et de réalisation de sa vie en fonction des objectifs qui sont fixés, de temps, de rémunération, d'investissement dans les activités, etc. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette promesse, au fond, hein, d'une vie radicalement libre, est-ce qu'elle est tenable ? Est-ce qu'elle est tenable dans le contexte de cette économie collaborative et du type de prestations qui sont proposées, étant donné les types de revenus, étant donné la faiblesse de l'encadrement, on pourrait dire statutaire et institutionnel? Est-ce que cette promesse d'un affranchissement total des institutions sociales pour vivre pleinement de ses compétences et suivant les modes de vie que l'on a choisis, est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce que, hein, pour se référer là à des philosophies politiques qui remontent à Amartya Sen, si certains connaissent, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir le faire, ou est-ce que ces modèles ne génèrent qu'une utopie et ne renvoient les personnes que vers des incapacités à pouvoir tenir cette promesse d'une alternative, on pourrait dire, au salariat forte qui serait déliée de toutes ces frontières? Voilà quelques réflexions, et juste pour terminer Ah non, j'arrête. Pour dire que l'enjeu, à mon sens, est à la fois une question d'un meilleur encadrement des relations de travail, c'est-à-dire statutaire et sur un point de vue économique, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il y a sans doute d'autres revendications qu'il faut avoir sur ouvrir la boîte noire des algorithmes et être capable de gérer les algorithmes, et puis voir dans quelle mesure ce modèle alternatif de liberté radicale peut tenir. Voilà, merci. Merci beaucoup Marc, et c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que justement la question que tu poses là, ouvrir la boîte noire de l'algorithme, on se l'est posée dans l'Assemblée générale des livreurs. C'est une question qui est ressortie vraiment fortement tout à l'heure. Donc c'est amusant que ça résonne ici. Enfin amusant, je ne sais pas, mais en tous les cas intéressant. Marco, voilà, maintenant à toi pour ce panorama des lois sur mesure pour l'économie de plateforme. Merci Anne, merci déjà pour l'invitation aux organisateurs, merci à vous tous d'être là. Donc moi, Marc a été très, très pédagogique, moi je vais faire exactement le contraire, dans le sens que je vais vous lancer une série d'idées et d'informations et ouvrir quelques portes que peut-être on pourra après explorer dans le débat si quelque chose vous inspire de la curiosité. Donc on m'a demandé de parler de loi et plateforme. Et loi, je l'ai interprété comme plusieurs facettes de la loi. Ce n'est pas simplement de la législation, mais c'est aussi les juges. Donc, je vais vous parler suivant 3 points. Législation, juges et perspectives futures. Tout ça du point de vue du chercheur en droit du travail que je suis. Avant ça, une toute petite introduction, évidemment, pour des choses qui vous sembleront peut-être banales, mais que je tiens quand même à répéter à cette occasion. En premier lieu, il n'y a rien de nouveau dans tout ce débat.
Okay. Les évolutions technologiques ont toujours transformé les conditions de travail. Et à chaque fois qu'il y a une évolution technologique, il y a une partie d'entreprises ou employeurs qui nous disent que les anciennes lois ne sont pas applicables parce que tout est nouveau. Hein. À chaque fois, et pour quelqu'un qui fait de la recherche en droit du travail, c'est quelque chose qui revient et revient. La modernisation du droit du travail, c'est un débat des années 80. Okay. Et on est encore là. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est normal qu'il y ait des transformations. C'est normal que le droit doive prendre en considération les transformations, on le fait depuis toujours. Le deuxième point, il n'y a rien de nouveau dans le sens que la situation d'emploi dans les plateformes, c'est peut-être la pointe la plus avancée, mais d'une évolution qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, qu'on appelle flexibilisation, précarisation du travail. Ici, on est arrivé peut-être encore plus loin, mais c'est un processus que l'on connaît, comme par exemple dans l'organisation en mini-tâches, en mini-contrat à temps partiel. Okay? Donc ça amène aux conséquences extrêmes quelque chose qui existait déjà. Troisième point d'introduction, c'est où se situe le débat juridique. Ici, je vais vous parler de la question principale à laquelle les juristes sont confrontés. Juristes à la fois législateurs, chercheurs, juridiction, avocats, etc. Et la question qui a été déjà évoquée, c'est celle de la qualification, de la relation entre la plateforme et ses travailleurs. Cette qualification, en gros, se fait entre deux modèles. Le travail indépendant, où la personne est en réalité comme une petite entreprise à elle-même, sans dépendant, sans travailleur, mais bien une petite entreprise. Et donc la relation sera une relation commerciale entre la plateforme et la personne. L'autre possibilité, c'est le salariat, la relation de travail salarié, où vous avez un lien de subordination entre l'employeur et les travailleurs. Ou classer les travailleurs des plateformes, tout en sachant que certains systèmes, et je ne pourrai pas rentrer dans les détails, connaissent des catégories intermédiaires. Mais j'y reviendrai dans la conclusion. Donc, tout ça, comme je disais, est nouveau, est déjà arrivé. Il n'y a rien d'intrinsèquement naturel dans la façon dans laquelle le droit apprend un phénomène comme les plateformes. La question, bien sûr, c'est un choix politique qu'on va opérer comme société. Qu'est-ce que nous voulons faire avec la relation de travail dans les plateformes digitales? Et là, donc, on arrive à mon premier point, législateur. Okay. On a des expériences de législateurs qui ont carrément utilisé le phénomène de plateforme pour faire reculer le droit. Donc, comme je vous disais, il n'y a rien de naturel. Il n'y a pas une situation naturelle dans laquelle le change de marché se fait sans règles. Ça n'a jamais existé. Le marché est toujours inséré dans des règles pour que l'échange puisse avoir lieu. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà des règles qui s'appliqueraient au phénomène de plateforme. Les législateurs sont parfois intervenus pour éviter que des règles s'y appliquent. Le législateur lui-même, l'État, crée les non-droits, fait reculer les droits, organise la retraite de la loi. L'exemple, ici en Belgique, juste pour parler de un système dans lequel on se trouve maintenant, c'est ce qu'on appelle la loi Decroix sur l'économie collaborative, qui a essentiellement organisé un certain plafond d'argent qu'on peut gagner chaque année, 5 000 € quelque chose pour faire simple, et dans lequel on est essentiellement en absence de statut. On n'a pas de statut social, on ne cotise pas, donc on n'a pas accès à la protection sociale. Et aussi au niveau fiscal, il y a une imposition spécifique et inférieure. Okay. Et donc vous voyez, c'est le droit, le législateur lui-même, qui organise une zone de non-droit ou d'exception. Okay. Vous êtes différent, voici l'exception pour vous. L'autre exemple, là ça n'a pas abouti, c'est ce qu'on appelle l'amendement Taché en France, qui a été bloqué par le Conseil constitutionnel, mais qui a la même idée, c'est-à-dire cet amendement voulait protéger les plateformes du risque qu'un juge puisse requalifier la relation de travail qui était indépendante selon le contrat rédigé par la plateforme et signé par les travailleurs et le requalifier en contrat de travail salarié parce que la réalité était celle d'un contrat de travail salarié. Cet amendement voulait empêcher cette possibilité pour que les juges ne se mêlent pas à tout ça, donc à nouveau organiser le non-droit, organiser le recul du droit. L'échange était bien sûr que la plateforme aurait dû souscrire une charte sociale, mais écrite de façon unilatérale et sans obligation de la négocier avec les travailleurs. C'était un échange assez intéressant pour la plateforme, disons. Donc voilà, ce n'est pas un phénomène naturel. Le choix du législateur va déterminer comment le phénomène est appréhendé par le droit. Le deuxième point,
c'est celui des juges, donc là où le droit a été confronté au phénomène. Et malheureusement, ce point de mon intervention est essentiellement une analyse d'une défaite, l'analyse d'un échec, d'une stratégie judiciaire. Essentiellement, les juges en Europe, je vais me concentrer sur l'Europe, je ne vais pas parler des États-Unis, ce n'est pas trop différent. Les juges en Europe ont trahi les attentes des travailleurs de plateforme, ont préféré se fonder sur une réalité une approche très formaliste, fondée sur des contrats rédigés, et je cite une décision anglaise, par une armée d'avocats, fin de la citation, offert par les plateformes, plutôt que sur la réalité du contrôle extrême exercé. Donc, par exemple, et peut-être après on va revenir sur certaines actions nationales, les juges en Italie, à Milan, à Turin, à Paris, à Amsterdam, ont à chaque fois nié la requalification en contrat de travail salarié, ont nié l'existence d'une relation de subordination entre la plateforme et le travailleur. Et comment est-ce que ça c'est possible? Ils contrôlent, ils ont l'accès à toutes leurs données, peut-être ils peuvent contrôler leur position par la seconde à travers les GPS, etc. Ils sont évalués tout le temps, ils peuvent être désactivés. La subordination est là. On se disait, mais bien que non. Pas pourquoi? Parce qu'ils peuvent choisir si faire le login sur les apps et se rendre disponible. Et donc ce choix, cet élément à lui seul, a été suffisant pour ces juges pour exclure la relation salariale. Vous choisissez si vous voulez travailler, donc vous ne pouvez pas être un travailleur salarié. Et ça, c'est particulièrement intéressant si on regarde l'histoire, que parfois Anne aussi a mentionné le 19e siècle. C'est très 19e tout ça. Donc, au début du système de production qu'on appelle un système de production capitaliste, comment ça fonctionnait? Le travailleur allait sur la place publique et attendait que le patron ou son délégué arrive le choisir. C'était le travail à la journée. Okay? En France, à Paris, on avait même la place de grève dans laquelle on se plaçait en attendant le travail. Eh bien, personne aurait osé dire qu'il n'y avait pas une subordination entre les ouvriers et le patron de l'atelier. Okay? Et pourtant, ces ouvriers choisissaient tous les matins s'ils allaient sur la place de grève ou pas. Okay? Mais non, peut-être demain, ils ne vont pas venir. Donc, il n'y a pas de subordination si on suit ces juges. Okay? Donc, malheureusement, c'est une chronique d'un échec. Il y a aussi eu des victoires. Donc, je vais les mentionner, c'est très vite. Un juge à Valencia a requalifié la relation entre le travailleur et la plateforme en relation de travail salarié, en se fondant sur le contrôle que la plateforme exerçait sur la prestation, mais aussi sur le fait que c'était un livreur, que le livreur était effectivement le visage de l'entreprise, que le client ne voyait que le livreur lorsque il ou elle interagissait avec la plateforme. Okay? L'autre victoire, vous avez peut-être entendu parler de ça, était très médiatisé, comme tout ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, c'était le tribunal du travail de Londres, ensuite confirmé par la cour d'appel de Londres toujours. Mais là, il faut quand même faire attention. C'était encore une requalification. Je m'excuse déjà parce que je dois devenir un minimum technique. Là, il y a une catégorie intermédiaire entre travailleurs salariés, travailleurs indépendants. Et ça devient très difficile parce qu'en anglais, cette catégorie s'appelle worker, qu'on traduit comme travailleur. Donc, le worker est une catégorie intermédiaire et un travailleur indépendant, donc ce n'est pas un salarié, mais jouit de certaines protections, dont la plus importante pour notre débat, un salaire minimum. Donc pour les temps dans lesquels le travailleur, c'est un chauffeur Uber, travaille, il doit obtenir au moins un certain salaire par heure. Et attention, le salaire minimum se calcule après dépenses. Et donc voilà l'essence, voilà l'entretien de la voiture. Okay? Donc même si c'était une catégorie intermédiaire, il y avait une protection intéressante. Mais ce n'est pas une requalification en travail salarié. Pour celle-là, essentiellement, le seul exemple, c'est le tribunal de travail à Valencia, en Espagne. Okay? Donc, c'est l'analyse d'un échec. Et cette dernière situation anglaise, à Londres, nous dit aussi quelque chose d'intéressant pour la transition au troisième point, perspective future. Nous dit une chose importante parce que Uber est en train de faire appel encore contre la décision, on arrivera jusqu'à la Cour suprême. Okay? Et pourquoi Uber fait appel encore? Il reste des travailleurs indépendants, avec quelques petites protections, comme le salaire minimum par heure, qui en plus n'est pas trop élevé au Royaume-Uni. Okay? 7,70 livres sterling par heure. Tentez de vivre à Londres avec ça. Donc, Uber, même cette protection minime, est incompatible avec leur modèle de business. Okay? Et donc, l'idée, c'est que la plateforme ne fait pas des prisonniers.
en ce moment. Même des situations intermédiaires ne sont pas suffisantes pour faire vivre ce modèle qui se fonde sur l'illusion de la loi, okay? Même si les juges lui donnent raison. Donc, perspective future. Je dis ça, cette question de ne font pas de prisonniers, parce que la proposition de créer un troisième type de travailleurs est souvent évoquée pour résoudre cette situation. On va créer un troisième type et tout va aller bien. Mais la difficulté ici est, soit vous créez un troisième type avec des vraies protections. Exemple, le salaire minimum. Et alors la plateforme tentera d'y échapper, tout comme elle tente d'échapper au salariat. Soit vous créez un troisième type qui n'a pas de protections, et c'est l'exemple italien, notamment, où la situation de la parasubordination est une situation qui, oui, c'est un troisième type, mais essentiellement, vous n'avez pas de protection. Alors là, tout va bien, mais ça veut dire que ça deviendra presque impossible alors de réclamer la réqualification en salarié. Vous avez votre statut intermédiaire, qu'est-ce que vous voulez encore? Okay? Donc il faut vraiment faire attention à ces genres de propositions de création de troisième statut. Ce n'est pas négatif en soi. Je ne veux pas fermer nécessairement une perspective de lutte, ça c'est pour les acteurs à déterminer, mais ça doit être approché avec beaucoup d'attention. L'autre piste, mais ça je ne veux pas explorer parce que ça c'est pour les acteurs, c'est bien sûr, on est très 19e, on y revient, c'est l'association et l'action collective. Ça, c'est la seule piste qu'aujourd'hui reste pour faire avancer les conditions de travail. Du moment que le législateur ne va pas vous entendre, les juges apparemment ont décidé que vous êtes des petites entreprises, tout le monde. Je suis sûr qu'on se sent des petites entreprises avec une clientèle en faisant ce travail. Et donc, ce qui reste, c'est, comme au début du droit du travail, le pouvoir collectif. Et ici, je apporte encore un point technique, mais après, j'ai juste la conclusion. Le point technique, et ça c'est un peu plus technique encore, c'est du droit européen. Donc, il faut savoir que si vous êtes un travailleur indépendant, comme je vous disais, vous êtes une entreprise, très petite, mais vous êtes une entreprise. Et donc, vous voyez déjà que si on fait un accord collectif qui fixe, imaginons le salaire, pour une série de petites entreprises, ça veut dire fixe le prix de leurs prestations, c'est un accord entre entreprises pour fixer les prix. Et ça, c'est contraire au droit de la concurrence, okay? C'est un cartel. Et le droit de la concurrence, c'est un droit européen. Il y a déjà eu, pas sur l'économie des plateformes, mais il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne à propos d'un syndicat de travailleurs des médias aux Pays-Bas qui a condamné une convention collective comme étant en violation du droit de la concurrence. Mais ici, je peux au moins offrir un minimum d'optimisme parce que la Cour utilise un critère pour déterminer si un travailleur est un travailleur indépendant ou pas, qui n'est pas lié au critère national. Donc vous pouvez être travailleur indépendant pour le droit national en Belgique, mais arriver devant la Cour de justice avec une convention collective, et la Cour pourrait dire non, 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 pour nous ça va, parce qu'en réalité ils sont des travailleurs. Les critères sont différents. Et l'élément dans cet arrêt, c'était l'intégration dans l'activité principale du commettant. Et ici, j'oserais dire que l'activité principale de Deliveroo, c'est délivrer des repas. L'activité principale de Uber, c'est offrir des courses de taxi. Et donc, ces travailleurs sont la partie intégrante, sont même l'activité de la plateforme. Donc là, on peut encore avoir un minimum d'espoir si jamais on arrive effectivement à conclure une convention collective. Et mon dernier point, c'est pour sortir un minimum du juridique, mais pour dire, face à toute cette situation, que quand je la réalisais, je disais, oui, Marco, ça reste un peu pessimiste, un peu négatif. Parfois, les juristes ont ce rôle. Imaginez faire du droit du travail dans cette époque. C'est souvent analyser des faits. C'est le suivant, c'est que ces plateformes sont, je dis, il n'y a rien de nouveau dans la procédure, dans la dynamique, mais c'est un phénomène qui existe dans une situation historique spécifique, dans des situations structurelles spécifiques. Et je vais évoquer 3 éléments qui sont à la base de ce modèle pour qu'il existe. Le premier élément, c'est une situation de marché financier avec des taux d'intérêt très bas et une quantité d'argent en quête de rendement. Okay. Et donc, cette quantité d'argent a parié sur certaines plateformes pour qu'elles deviennent des monopoles. Imaginez Uber, une entreprise qui hémorrhage de l'argent année par année, quand on vous parle de la rationalité du marché, okay, qui perd de l'argent et qui existe exclusivement grâce à l'injection d'argent de la part des investisseurs. Et donc, c'est un pari pour qu'il y ait un monopole dans le futur. Et voilà, les revenus vont arriver. Donc, 1, situation financière. 2, la situation de chômage dans certains pays ou de pauvreté au travail.
dans laquelle la plateforme arrive pour vous offrir la possibilité de, une fois que vous avez terminé votre boulot à temps plein à Londres, commencer à conduire pour Uber, parce que comme ça, au moins, vous mettez de la nourriture sur la table. Donc, cette deuxième situation liée au marché de l'emploi. Et troisième situation liée à la dynamique des salaires de ce qu'on peut appeler la classe moyenne, qui est désormais plate depuis très longtemps, avec une classe moyenne donc, qui, pour se sentir encore classe moyenne, doit avoir accès à toute une série de services. Oui, notre salaire est plat depuis 10 ans, on n'a plus eu d'augmentation, mais on peut encore commander un repas. Voilà qu'on est encore classe moyenne. On peut encore se permettre une course en taxi, parce qu'il y a une plateforme qui l'offre à un prix inférieur de ce que socialement il faudrait payer pour cela. Donc vous voyez, c'est une situation assez spécifique, et si un de ces éléments change, en réalité, on pourrait découvrir que ces plateformes sont beaucoup plus faibles de ce qu'on peut imaginer maintenant lorsqu'elles semblent le futur, la perspective de la création de l'emploi, etc., etc. Merci. Merci beaucoup, Marco. Je savais que je pouvais compter sur toi pour donner une teneur politique au droit, ce qui n'est pas chose facile. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés dans un laboratoire de recherche qui travaillait sur la grève transnationale. Donc, et grève transnationale, à réfléchir, à discuter aussi, sous toutes ses formes. Donc, on va passer, et tu as lancé plein de ponts, à la fois sur les pays qui sont présents dans la salle, je pense, j'espère. Tu as parlé de Valencia, le cas de Valencia qui est vraiment intéressant. Tu as aussi parlé de Londres. Voilà, peut-être qu'on aura des questions tout à l'heure. Et tu as aussi évoqué l'amendement Taché. Et je pense que Jérôme a beaucoup de choses à dire sur cette question. Donc, autant que sur la place de grève. Mais, donc, oui, les questions qui vont être posées là maintenant, du côté des livreurs mobilisés de France, d'Italie et de Finlande, c'était donc quels sont les statuts d'emploi et les conditions de travail des livreurs dans chacun des pays, quels sont... Comment s'organise le collectif et qu'est-ce qu'il a permis d'améliorer, enfin les collectifs, ou parfois liés aux syndicats, pour améliorer cette situation de sous-emploi, et enfin, qu'a-t-il été obtenu dans chacun de ces pays. Donc voilà, donc on va commencer par la France, avec le CLAP, Collectif des livreurs autonomes à Paris. Oui, alors je ne vais pas m'étendre sur le statut de micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur, micro-entrepreneur qui a été lancé en France en 2007-2008. On en a beaucoup parlé. Donc voilà, on a institué en France un nouveau régime, c'est pas un statut, c'est un régime fiscal de micro-entrepreneur qui permettait à tout un chacun d'aller s'employer sur des places de marché qui sont devenues des places de marché numériques. Les Britanniques d'ailleurs ont un autre terme, plutôt qu'auto-entrepreneur, ils parlent de self-employed, d'auto-employé, qui est beaucoup plus proche de la vérité. Donc voilà, cet auto-entrepreneuriat nous a pas été inventé par n'importe qui en termes de dimension politique. Il a été inventé sous le régime de Nicolas Sarkozy, Joe Dalton, en partenariat avec François Fillon, Avrel Dalton. Voilà, les deux. Et donc évidemment, venant d'eux, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de très social, mais c'est vrai qu'on l'a vu venir doucement en France, hein, parce qu'en 2007-2008, Uber était un vague projet sur une board peut-être de Californie, et ça n'a quand même pas mis très très longtemps à arriver en France. Et on a vu débarquer cette plateforme-là qui travaille avec des auto-entrepreneurs, et très très vite, en fait, les chauffeurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent au début, ça c'était au début. Et puis très très vite, ils ont vu qu'ils gagnaient de moins en moins parce que de plus en plus, ils étaient de plus en plus nombreux et il n'y avait aucune régulation sur la concurrence qu'ils se faisaient les uns les autres. En fait, oui, on est des auto-entrepreneurs, mais on est surtout des concurrents les uns les autres. Sauf que ce qui s'est passé dans la rue, que ce soit les VTC, puis ensuite les livreurs à vélo sont arrivés, c'est que très très vite, on s'est reconnu, on s'est retrouvé, et est arrivé
liés à la pratique de nos métiers, qui sont des travaux fatigants. Je parle des VTC, ils passent 15 heures dans leur voiture, et puis nous, évidemment, à vélo, c'est compliqué. Il y a une espèce d'esprit de corps qui s'est fait. On s'est posé des questions, et puis les plateformes arrivaient, et puis elles baissaient les tarifs, elles faisaient tout un tas de choses qui, au quotidien, nous impactaient beaucoup. On était obligé de rouler de plus en plus longtemps pour gagner au mieux autant qu'avant, si ce n'est moins. Donc très très vite, en fin de compte, en 2015-2016, des choses se sont créées sur Facebook. C'est comme ça que sont nés les premiers collectifs. Hein. On n'était pas comme au 19e siècle avec des presses à papier, imprimer des tracts, je ne sais quoi. Voilà, tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Quelque part, les travailleurs se sont servis de leur outil de travail et en ont fait une arme de lutte, comme on voit dans la Chine médiévale où les fameux moines Shaolin ont transformé des faucilles et des marteaux en armes. Enfin, les faucilles, c'est pas la Chine, c'est bon. Le marteau, la faucille, voilà, c'est des outils, c'est devenu des armes. Nous, c'est pareil, avec nos téléphones. Donc, on s'est regroupés. Et c'est comme ça qu'en 2015, 2016, 2017 sont nés tout un tas de mouvements en France qui ont permis au moins, à défaut de réelles victoires, au moins de porter la lumière sur ces travailleurs. Les VTC avaient pas mal fait de travail en faisant des blocus dans la ville parce qu'ils étaient eux aussi très très précarisés. On leur avait promis qu'ils gagneraient 7-8 000 euros par mois dans leur jolie voiture noire avec leurs costumes. Ils se sont très très vite aperçus qu'en fin de compte, oui, c'était 7-8 000 euros parfois, et c'était surtout du chiffre d'affaires, et c'était pas du salaire. Donc beaucoup partaient en charge, en réelle charge, hein, pour le coup, c'était pas des cotisations dont je parle souvent, et donc en fin de compte, ils se retrouvaient, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une poignée de centaines d'euros pour vivre. Donc voilà, les livreurs sont arrivés après, avec moins de charges, certes, mais beaucoup plus de dangers. Et c'est ce qui a porté la lumière des médias sur nous, qui faisions des petites manifestations. On était parfois 10 ou 15 dans la rue devant des manifestations, et il y avait parfois 20-25 journalistes qui nous photographiaient, parce qu'il suffit d'un drapeau, d'un vélo, d'un fumigène, pour que tout de suite on s'intéresse à ce nouveau phénomène dans les manifestations. Qu'est-ce que c'est que ces vélos en manif? On n'en a jamais vu. Donc c'est comme ça qu'est née la lutte. Je ne vous cache pas que je parle beaucoup des médias parce que, oui, évidemment, très très vite, on s'est aperçu que ces plateformes-là, ces startups, n'existent que par leur image, que par leur couleur. On le voit, hein, leurs logos sont très pastels. Elles n'existent que par leur image et surtout par le discours qu'elles produisent. Un discours plein de coolitude, de liberté, de fun, de hype. Enfin, le discours start-up type, hein, l'anglicisme partout, à tous les étages. Et surtout beaucoup de bonne humeur. Il y a ce qu'on appelle des chefs, des officers chef happiness, un truc comme ça. C'est un statut dans les startups. Voilà, le chef du bonheur. Donc, sauf que nous, dans la rue, ce qu'on voyait, c'est qu'on était sous la flotte, on était payé de moins en moins, et puis on se faisait virer du jour au lendemain pour X raisons, des raisons qui souvent n'avaient aucun sens. Donc voilà comment les mobilisations se sont créées. Il faut savoir que dans la rue, je parlais tout à l'heure de l'esprit de corps, c'est monté crescendo. Au départ, c'est vrai que je me suis rapproché des syndicats, j'ai rencontré les syndicats dans les manifestations de 2016 à Paris, et puis les syndicats, c'est quand même un mot qui fait encore, qui fait sourire en fait les jeunes. Le syndicalisme pour les jeunes travailleurs, en plus qui ont encore un petit peu des fois l'espoir d'indépendance ou l'idée. Évidemment, les syndicats, c'est un truc d'un autre siècle. On me reproche souvent d'être passéiste, que ce soit certains livreurs ou certains start-upers que j'ai en face de moi. Ils me reprochent d'être passéiste parce que je fais référence au syndicalisme, qui est un vieux truc, en fait, un truc d'il y a 50 ans, après-guerre, tout ça. Mais souvent, j'ai trouvé la parade à ça. Je leur dis, si moi je fais du passéisme en parlant de syndicalisme, vous êtes encore plus passéiste parce que votre modèle, on le disait tout à l'heure, c'est du 19e siècle, en fait. J'ai lu les choses sur les canuts de Lyon. J'ai découvert qu'en fin de compte, les canuts de Lyon s'étaient fait avoir de la même façon. On avait fait d'eux des employés,
des travailleurs indépendants atomisés chez eux, en faisant travailler leurs femmes, les enfants, tout ça, jusqu'à ce qu'un jour ça pète, parce que les négociants qui étaient les plateformes de l'époque ont tellement baissé les tarifs qu'un jour ils ne pouvaient plus en vivre. Et puis le 19e siècle, c'était autre chose que maintenant. Il n'y avait pas les supermarchés. Donc voilà, ils mouraient de faim, ils sont descendus dans la rue, on a envoyé la garde nationale, il y a eu 300 morts. Je me dis, voilà, on en est là, pas encore complètement, mais des fois, quand je vois la colère qui règne dans la rue, certains jeunes qui bossent pour ça et qui vraiment commencent à faire nombre, je me dis on n'est pas loin, on n'est pas souvent très loin d'un dérapage. Notre rôle un petit peu au CLAP, c'est d'essayer de cadrer ça pour garder l'aspect positif de ce qu'on est, c'est-à-dire des jeunes travailleurs en lutte, enfin eux ils sont jeunes, pour éviter de tomber dans le carcan du casseur et des gens violents, qui est un axe de communication que les plateformes ont déjà dans leur tiroir, hein, c'est-à-dire elles attendent le moindre dérapage pour tout de suite nous stigmatiser comme étant des gens violents. Sauf que la violence, évidemment, elle vient d'eux, puisque c'est eux qui institutionnalisent la baisse des tarifications, les conditions de travail et tout ce qui va avec. Donc voilà pour les actions. Le judiciaire, je ne vais pas trop en parler parce que c'est saoulant et puis il n'y a pas trop de résultats. Il faut juste savoir que par rapport... Tout à l'heure, on parlait de l'amendement Taché. Pourquoi l'amendement Taché est arrivé cet été? Pas pour rien, en fait. Les plateformes qui sont un petit peu liées de façon très étroite avec le gouvernement Macron... On parle de Startup Nation, donc le lien est facile à imaginer. Ce qui s'est passé l'année dernière, en 2017, l'inspection du travail en France, qui n'est pas un petit collectif de travailleurs gauchos, anarchistes, voilà, c'est une grosse institution. Ils ont procédé à un contrôle de la structure de Deliveroo, de l'entreprise Deliveroo. Ils ont auditionné plusieurs centaines de livreurs, dont j'étais. Ils ont posé une 50aine de questions sur 15 pages, quelque chose de très formaté, de très comment dire, institutionnel. Hein. On change une virgule, il faut trois signatures dans la marge, un procès verbal. Le procès verbal fait 15 pages, ça multiplié par 600 livres. Ils sont arrivés au résultat sans constat, sans aucune nuance, je veux dire, au constat que Deliveroo, c'était du travail illégal. On était des salariés déguisés. Boum. Donc, c'était plus juste quelques livreurs qui n'étaient pas contents et qui se posaient la question d'envisager peut-être de requalification. L'inspection du travail, là, elle disait que Deliveroo, c'était des salariés déguisés. C'est pour ça que les plateformes sont allées toquer chez les nouveaux ministres, chez les nouveaux députés nouvellement élus de Macron pour dire il faudrait faire quelque chose parce que là, on commence à avoir chaud aux fesses. Et c'est pour ça que Aurélien Taché, ce député Macron, très proche de Macron d'ailleurs, disait que son amendement c'était pour protéger les travailleurs des plateformes, mais en parallèle, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, disait sur France Inter que quand même il s'agissait aussi de protéger le modèle économique des plateformes. Modèle économique dont on a parlé tout à l'heure, mais sur lequel je voudrais juste dire que pour l'instant, de modèle économique, il n'en est pas. Elles sont toujours en création. Elles auront un modèle économique quand elles auront suffisamment de livreurs, de travailleurs, de chauffeurs pour inonder le marché, pour être un monopole. Là, en termes de monopole, il y aura un business model pour l'instant. Elles ne vivent que de levée de fonds. Comment dire, Uber pèse 50 milliards, Deliveroo pèse 2 milliards, vaut 2 milliards. Tout ça lié à de l'argent qu'on leur donne. L'argent issu de la crise de 2008, où les banques ont été renflouées sans quasiment perdre rien, si ce n'est quelques contre-feux. Donc voilà, c'est l'argent de 2008, l'argent de la crise qu'on nous a vendu, qu'on nous rabâche encore les oreilles, qui infiltre ça, qui nourrit ça. Il faut savoir que c'est comme si la finance mondiale... Voilà, je vais arriver à ma casquette anticapitaliste. La finance mondiale a décidé avec cet argent de 2008 de se dire on va ni plus ni moins que se payer le travail social en Europe, là où il est le plus solide. Mais sauf qu'elles avaient oublié quelque chose, c'est que si la nature a horreur du vide, je pense que le social aussi. Et donc on est là et on restera et on grossit toujours plus. Oui, merci beaucoup Jérôme. Comme tu as parlé de l'amendement Taché, de tout ce qui s'est passé tout récemment au niveau législatif en France,
Moi, je voulais juste dire quelque chose que j'ai appris un peu par inadvertance, qu'en Belgique aussi, il y a des nouveautés de ce côté-là, et qu'il y a une loi qu'on appelle loi de réparation en préparation, qui défiscaliserait jusqu'à 1 000 € par mois. Donc, c'est plus les 5 100 ou 6 000 de la loi suivante, la loi de relance économique et de cohésion sociale, qui était déjà de juillet dernier, qui était déjà assez étonnante, disons. Là, c'est carrément 1 000 € par mois, c'est-à-dire 12 000 € par an, quand même, qui seraient défiscalisés pour ces plateformes qui échappent ainsi à l'impôt. Donc voilà, c'était un petit scoop. Maintenant, pour ce qui est de... on va revenir au niveau national italien cette fois-ci, avec justement tout à l'heure Marco qui a évoqué le statut de parasubordinato. Et donc là, je pense que tu pourras peut-être nous en dire, ou peut-être pas, hein, mais je pense que c'est aussi intéressant, ces histoires de troisième statut entre salariés et indépendants. Comme on voit que c'est vraiment des tendances européennes. Et là encore, c'est ce qui est intéressant. Je refais le parallèle avec l'Assemblée, puisque vous êtes tous les trois issus de cette Assemblée. En fait, c'est bien parce que ces stratégies sont issues de firmes multinationales qui ont vraiment une vision planétaire de ce que pourrait être ce modèle, que du côté des travailleurs, la lutte et les réponses ne peuvent être aussi que transnationales. D'où l'intérêt. On voit bien que l'attaque, elle est la même partout, le troisième statut. Les mêmes questions se posent. Et donc, les réponses doivent être trouvées ensemble, forcément. Donc, l'Italie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis une livreuse de Glovo, de Bologne, qui fait partie d'un collectif de livreurs qui s'appelle Rider Union Bologna. Et justement, on a touché plusieurs points. Et la base commune, c'est, ça me semble, qu'on est en face à une régression sociale qui pointe un peu à détruire tout un acquis, toute une série d'acquis sociaux, on peut dire anciennes, mais qui maintenant, avec le travail sur plateforme, vont retourner un peu en cause. En Italie, notre statut comme livreur, c'est soit dans cette zone grise de la parasubordination, avec un contrat qui s'appelle collaboration continuée et continuative coordonnée. Ça signifie qu'en théorie, on est autonome, on fait notre prestation de travail de façon autonome, mais qu'on est organisé par un committante, par un employeur, et on a de la continuation dans les temps, dans l'exécution de notre travail. Et avec ce type de contrat, carrément, l'employeur, la plateforme, épargne un niveau de cotisation sociale. Car on a un troisième de cotisation sociale par rapport à l'Institut de prévidence italienne. Et du coup, même à niveau assurance, on n'a pas une assurance complète. Et le deuxième type de contrat, à niveau plateforme Italie, c'est celui de la prestation occasionnelle. Et ça, c'est encore pire parce qu'on est un autonome, un travailleur autonome pauvre. Car les auto-entrepreneurs, les freelances, si je pense à ça, je pense à quelqu'un qui gagne minimum 20-25 000 € par an. Minimum. Au contraire, avec les contrats de la prestation occasionnelle, tu es autonome, tu choisis quand tu vas travailler. Et par contre, tu n'as pas d'assurance. Ah non, dernièrement, il y a les assurances privées avec des seuils de remboursement qui sont très, très basses, même pour des types des accidents très, très lourds. Et malheureusement, je dois vous dire qu'en Italie, on a eu des précédents dans ce sens-là. On a eu soit des pognes express, soit de salariés des plateformes qui ont eu des accidents très lourds. Un dispatcher d'une plateforme à Milan
pendant qu'il était sorti pour faire la livraison exceptionnellement, il a croisé avec son scooter un tram, un bus, et il a perdu une jambe. Et il avait moins de 30 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait, la plateforme? C'était plutôt une affaire privée. La question qui, à niveau médiatique, il tient vraiment à faire ressortir, c'est que privatement, il ira résoudre privatement. C'était pas un salarié, nous, on n'est pas responsable. Même s'il a perdu un jambe, ça va, il a moins de 30 ans, ça peut aller. Et c'est une situation lourde, carrément. Et puis, un dernier épisode très lourd, ça a été en Toscane, où là, c'était un travailleur auprès d'un restaurant. Il est mort car il allait trop vite pour faire la livraison, car les jours avant, il avait reçu un pénal de moins de 3 € sur son salaire parce qu'il était en retard. Il livrait lentement. Et carrément, ça nous met en évidence la question de la sécurité. Et que c'est un premier outil pour démontrer toute cette rhétorique de la flexibilité, de la gig economy, les petits jobs, l'étudiant, le jeune. C'est pas comme ça. Car nous, quand on va signer les contrats online, ils nous donnent aucune indication sur comment faut aller, faut circuler avec un vélo, un scooter. Ils te demandent ni moins pas si tu as une assurance privée sur ton scooter. C'est à toi de le faire, quand c'est à toi de payer les coûts de la benzine, de l'essence. Et du coup, on est autonome dans le sens que si on a des dégâts, automatiquement, faut que c'est nous qui on est préparés à ça. Et c'est pas une bonne sensation de prouver ça. Et en plus, c'est un travail qui essaye, je pense que ce soit ça la vraie nouveauté dans cette régression sociale au 19e siècle, c'est qu'au moins, quand tu étais dans la place pour faire la journée, tu étais tous ensemble au début. Ici, on est seul, on commence seul. Mais, et du coup, la vraie clé, c'est la question de l'organisation de ces secteurs. Et justement, comme on disait avant moi, la question de l'action collective, parce que face à un panorama de législation, de politique, on peut dire antisociale ou quand même déséquilibrée à faveur de l'employeur, le seul truc, c'est donner une organisation. Et ça, c'était ce qui a donné un peu d'espoir, par exemple, et pas seulement aux collègues, aux salariés, aux riders dans ma ville. Le fait d'avoir une association, d'avoir Riders Union dans ces cas-là, qui offrait, par exemple, des officines de réparation, de manutention du vélo. Car si tu as un accident, si tu as ton vélo qui ne marche plus pendant ton slot horaire, ils vont t'échausser. Dès lors, tu n'es pas plus là, si tu te relances, il y a cette risque-là. Et du coup, savoir qu'il y a quelqu'un avec un shop qui peut t'aider et un collègue comme toi, gratuitement, ça rassure, ça va tisser des liens importants. Et du coup, ça, c'était les premières solutions que le collectif a trouvées. Et après, un autre moyen, ça, c'était de se voir comme salarié de plateforme, Glovo, Deliveroo, Foodora, et de se confronter dans les besoins immédiats que chacun ressentissait. Car normalement, on commence à faire ce travail comme n'importe quel boulot. Mais carrément, c'est une façon d'avoir à la fin du mois quelques monnaies et on veut les faire avec justement des protections. Et du coup, à partir de trucs qui semblent les plus banals, mais il faut partir de ça, de dire par exemple qu'on avait droit à des protections, à des casques, à des lumières, à y mettre notre temps pour faire la livraison, car c'est tourné dans une ville, et Bologne, c'est pas Bruxelles au Paris, mais il y a du trafic samedi soir.
il faut faire de l'attention. Et surtout, le fait que carrément le système de tarifation, ce n'était pas correct pour le type d'effort et Et sur ça, surtout, il y a eu une réponse, c'est-à-dire on a commencé à se mettre en grève contre la baisse de la tarifation minimum horaire qui de 6,40 € net avait été baissée par l'entreprise à 4,40 € net. Du coup, il faut même arrêter, je pense, dans ces moments-là, de parler d'un troisième monde de l'Europe, car les conditions sont ça partout. Mais ça peut donner même nous la force pour le comprendre. Et du coup, ça montre un autre point, que les entreprises se sont libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent, de passer la tarification, de nous mettre l'assurance. Et du coup, on a réussi à bloquer l'app, chacun avec ses méthodes, car les gens ont besoin de la monnaie. Et du coup, il y avait même quelqu'un qui travaillait, mais qui diffusait les tracts, qui quand même essayait de s'arrêter et de faire les boulots plus lentement. L'important de cette boulot et de l'organisation de ça, c'est même de tenir compte de toutes nos différences, mais constater qu'on est d'accord sur l'effet qu'il faut donner dignité à qu'est-ce qu'on fait et surtout se rendre compte qu'il faut combattre la régression sociale, il ne faut pas la négocier. Merci beaucoup, Martha, pour ce témoignage percutant. Et là, on va voir tout de suite à quel point la chose que tous les livreurs ont ici en commun, c'est bien ces plateformes hors la loi qui donnent du sous-emploi, ça c'est très clair. Après, justement, les réalités nationales, françaises, italiennes et maintenant norvégiennes, on va voir, sont malgré tout différentes. Et les cultures syndicales aussi. Et donc, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite avec la Norvège, puisque Paul Olai Olsen, et lui, et comme je le disais tout à l'heure, dans, je pense, le comité d'entreprise de Deliveroo. Et donc, forcément, c'est d'autres enjeux, d'autres histoires qui se jouent là. Et c'est ce qu'il va nous raconter, je pense. Very nice. Do I have the cable here? If I'm fiddling with some woman unintentionally? Okay. Yeah. Okay. Very strange to sit down and talk. You do that a lot in this part. It's weird. I might have to stand up a bit later. Yeah, I'm Paul from. I'm just a regular rider, but elected into this and that. So the company she mentioned, Delivery Hero, is the owner of Foodora, and that's where I've been going in and out of a lot of strange stores in Berlin the last half year. So it's been interesting to get a little inside look. You want your own thing? Or do you actually understand me? No. Is it fine? You don't understand anything? Okay, good. Yeah, fine. Yeah, good. Thanks. Then we save some time. I have understood in my visits in Germany and also here yesterday and in Vienna some months ago that the conditions from country to country is so different. It is incredibly different. Just from Norway to Sweden to Finland, you should think it's all three freeze boxes up there, but it's so different. So I said that in one of my first meetings in Berlin that I thought I came from Norway, but I'm actually from paradise. Compared to what I hear around here. So, okay, why? Why is it different? And why are we actually employed, all of us? It was just like that from the beginning in many countries, but then they fiddled away from it, and we kept it. I don't think they dared try to change it, because we don't necessarily have stronger rules and laws than these other European countries,
But I think they're enforced more. We're whipping these guys if they do something wrong to a bigger extent than elsewhere, I believe. So in Foodora, we had a sort of safety, but all the same complaints as you do when it comes to shitty equipment and tricks and this and that. And we have to pay for our... I didn't understand it, but I'm sure I agree in everything. So to get all those things straight, we are heading towards a collective bargaining agreement, tariffavtale in Norwegian. Every respectable trade in Norway has one, and that's what we are trying to sell to, or the idea, we're selling the idea to our riders, because riders shouldn't be afraid to get into the union. And that's our fantastic support in Norway, the union. It's again so different. You know, I was fighting for my dear friend from the union to be a part of all discussions here today. But oh no, the riders are afraid of the unions. Oh, we don't want them here. They can listen, but don't let them speak. What? These are our saviors. They are turning up with lawyers telling my boss that you can't do that, and then my boss don't do that, time and time again. And they're smoothing things up. Belgian beer is really good. So things are going a little bit smoother. We will see the truth in January around, when we will slam the suggestion for agreement on the table. They will of course not agree. That would be a strange Christmas party if they did, because we are not reasonable, but we will, in the first round of negotiations, maybe get there. And we hope so. We don't want to strike. No, we don't want to strike. We want to be nice. We want people to like us. I mean, we look nice. I mean, I'm so sad that the only people I thought understood me have left. They are the most sexy people here they have left. I'm sorry. I will explain this later. It says, yeah, I was here in Belgium a few days ago in Antwerpen. Do you know who Dita von Teese is? That was a good show. And she explained this sexiness thing to me. I understood more about the concept. And those who left are riders. And riders are more sexy than Dita von Teese. She wears panties when she goes to work. We don't. I don't have underwear on right now. I'll get to that. But in my discussions with my bosses, we're quite open. We have our demands, and we have to teach them about the laws that I don't know. There's something they forget in the financial education. I'm not quite sure why it's not time to explain those things. So we want to explain to our riders that it's safe to be organized. It's not bad. We make a little, like, this is just done by us riders, making an issue explaining why to get organized, the benefits you have, the safety, the insurance, the lawyers. In Norway, when you're organized, if you have problems with your wife, the union sends the lawyer. It's amazing. So yeah, there's no sensible person who wouldn't join. And then we make these nice socks. Huh? That's rather sexy. RCN, Riders Club Norway. And we take a lot of effort in dividing the Riders Club. I think you can hear me, right? 4 minutes. Because talking about Dita, she taught me a few things. And the thing is that our union isn't they're not stupid, right? They know what people are looking at when we're riding around town, huh? Ra-ta-ta-ta-ta. What's the prettiest sight you can think of? Where would you ride Foodora-klubben, right? And then the rest of it. I was so proud of my union's logo. Yeah. Woo! So I came into a restaurant, one of my favorite restaurants, with a very sweet, oh, thank you. So I come in and I say, look at this!
And I'm speaking about my logo, and she didn't understand it. She thought I was really bragging about something else. That was not so good. So we, to get our riders together, in the fun part, we take care of each other. We like to ride the bicycle. That's why we have the job actually, apart from earning money, right? So we make our own Italian outfit. Huh? Nice, nice, nice. In this way, we get a little community. And they trust us, and they ask us for questions, and we have, of course, Italian caps also. This was actually meant for the other sexy guy who left, fantastic, my Austrian friend. Well, huh? Oh yeah, sure, of course. Yes, I'll meet him later. We have a liquid appointment. But we want people to like us. That's why we really don't want to strike. No, please don't strike. Because if I strike, well, actually, when I strike for the agreement, my union pays my full salary, because this is the most important thing we can strike for. That's really cool. And if I then let me see now. You see, I'm not used to sitting down. It's really weird. Don't strike for the agreement. 2 minutes. Okay, good. No, so we are going to get to them in the first or the second round of negotiations, and they know that 70 of 350 riders, we are the best ones, because we ride the most hours. We have taught them that they need us, because last winter was really, really hard. They need us, experienced riders. I've been there 2.5 years now, and if they understand that if we don't get our agreement, after negotiations, after giving and taking, then we will make a legal strike, which is difficult to do in Norway. It's not like France. No, if you don't like this bottle, you just, I strike. But in Norway, you have a lot of rules before you can strike. But then we can strike, then it is legal, then people understand us, and we will get fully paid, and Foodora would never risk it. That will be the end of Foodora in Norway. So this is going to be a very, very interesting half year. We want Foodora to survive. We don't want to kill them, but we're going to have some very, very interesting discussions. And I hope you have some questions. I couldn't possibly cover what I should. Merci beaucoup, Paul. Voilà, je n'étais pas prévenue de cette magnifique contribution. Et je pense que c'est vraiment passionnant, puisque justement, ça illustre. On a une illustration parfaite des différences monumentales entre les modèles, les rapports aux syndicats, etc. Et juste une question avant de continuer. Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'une sorte de résumé en français sur certaines choses? Oui? Levez la main? Oui, non, on va le faire. Donc, voilà, il avait annoncé d'emblée qu'il ne portait pas de caleçon, donc tout le monde était un peu sur le qui-vive lorsqu'il a retiré sa ceinture, mais bon, c'était un petit numéro qui était manifestement bien ficelé. Alors, il nous dit que les règles varient énormément d'un pays à l'autre, même en Scandinavie, où on pourrait croire qu'ils sont tous en fait des Nordiques qui vivent de la même façon. Et il dit que en fait, la Norvège est un peu le paradis, c'est très relatif, par rapport à ce qu'on a entendu auparavant dans la situation en France, en Italie, ou à sa connaissance de ce qui se fait dans d'autres pays européens. Et donc, il dit que souvent les jeunes qui sont attirés par le statut de cette liberté un peu radicale qui nous a été présentée au début, s'aperçoivent assez rapidement en fait qu'ils ont besoin de l'idée de syndicalisation et de l'expérience des riders un peu plus âgés ou plus expérimentés
pour créer un rapport de force avec les plateformes, avec Foodora. Et dans cette perspective-là, il travaille sur une convention collective et il voudrait déposer un texte au mois de janvier. Il ne s'attend évidemment pas à ce que l'employeur accepte tout, mais ça sert comme base de travail. Il insiste également sur le fait que, contrairement à la culture qu'on retrouve par exemple en France, en Norvège, la grève, ce n'est pas chose commune et c'est vraiment pour eux, ce sera un ultime et dernier recours puisque ce n'est pas du tout la stratégie qu'ils privilégient. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est important de préserver, si je puis dire, l'image de marque de l'entreprise. Ils ne veulent pas que les gens se fassent une mauvaise opinion de l'entreprise, puisque c'est quand même dans leur intérêt de préserver cette image pour préserver leur travail, leur clientèle. Et il disait également un peu à la blague que les Norvégiens étaient beaucoup plus sexy que les autres et que c'est dommage que ses collègues norvégiens qui ne pouvaient pas comprendre le débat soient partis parce qu'il voulait un peu continuer son numéro en les utilisant. Et donc voilà, au final, sur une note plus sérieuse, ils ne veulent pas briser nécessairement le modèle d'affaires en tant que tel. Ils veulent le changer de l'intérieur. Ils veulent que l'entreprise continue de fonctionner, de prospérer, puisqu'il en va de l'intérêt de tous, y compris de leur intérêt à eux, les travailleurs, les riders. Donc voilà, c'était le résumé. Voilà, donc sans plus attendre, puisque les contributions ont été très très riches, mais on n'a plus énormément de temps pour le débat, donc je passe la parole à la salle. Des questions, éventuellement aussi aux coursiers qui sont venus d'ailleurs. Ouais. Micro. Bonjour Dominique, je suis cycliste bruxellois. J'ai juste une petite question technique. Donc, dans le rapport de force avec la plateforme et pour mener des actions collectives, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, que si les coursiers arrêtent de se brancher sur l'algorithme et éteignent leur application, le modèle s'écroule. C'est bien cela ? Okay. On va prendre plusieurs questions. Facile. Oui, voilà. Moi, ma question, c'est un peu une sorte de variante de la précédente. Pourquoi les livreurs ne peuvent pas faire leur propre application, puisqu'ils commencent à s'organiser, donc surtout qu'ils sont organisés internationalement. Il y a des tas de gens dans le logiciel libre qui font des trucs et je crois qu'ils seraient prêts à le faire. On a vu ça à Bruxelles pour les taxis, donc ils faire leur propre société. Bon, à Bruxelles, il y a aussi une société Smart qui s'occupait de quelque sorte salariser les livreurs à un moment donné, et puis avec des livreaux, et puis Deliveroo a dit non, donc on licencie des livreaux, quoi, et puis le problème est réglé, on se débarrasse de ce capitalisme affreux en faisant une coopérative de livreurs, quoi, et au niveau international. Très court, s'il vous plaît. Ouais, en fait, moi, je ne veux pas poser une question, je veux faire une réflexion, parce que j'entends parler de capitalisme, j'entends parler d'une bourgeoisie moyenne qui veut se faire livrer des pizzas, etc. Mais en fin de compte, il y a aussi une dimension de transition. Moi, je considère le vélo comme un outil de transition. Et je vois que beaucoup de livreurs finissent par devenir des livreurs McDonald's. Donc, il y a de plus en plus de McDonald's qui sont livrés Et c'est pas vraiment participer à une transition. Et dans cette réflexion-là, il y a aussi le fait que je vois pas pourquoi les livreurs seraient moins bien payés qu'un chauffeur de taxi ou qu'un livreur en camion. Moi, je suis un peu intimidé, pardon. Voilà. Mais rien que ça, c'est peut-être un peu naïf de penser ça, mais je sais que le crime d'écocide n'existe pas, mais
Mais il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus et peut-être moyen d'avoir des pressions, j'en sais rien. Mais je n'entends pas vraiment sortir ça. J'ai l'impression d'être qu'on tombe dans le piège du langage politique avec une réflexion sur le travail comme ils l'entendent et comme ils nous l'imposent en fait. Oui, ok. Et ben donc si on fera peut-être un petit tour si on a le temps après. Donc si on coupe l'appli, le modèle s'écroule. Qui veut répondre? Martha, peut-être? Non. Could I do the app question? Sorry? Il veut répondre à la question pourquoi les livreurs ne créent pas leur propre application. Ça, j'ai compris. Merci. Okay. It was about why can't you just start a business yourself when we have experience going around, and it's really that when you experience how the app we use have been improving over the last 2 years, it's awesome to when the average day works as a regular in Oslo where we have a good role. You go to a restaurant, the food is usually there when you arrive. You sometimes have double or triple orders, and when you're you're fit, you're doing your job, you deliver everything smoothly. It's amazing and so complicated. I've been discussing this with the developers of the app, and doing that from scratch. Woo! That's a long journey. And if you tried to do it, and they want to squeeze you out of the market, how easy could that be done? So I think it's like a suicide mission, actually. And that's also the official reason why they closed down in the Netherlands, because they couldn't beat the market leader. So what they actually said, a market leader cannot be beaten. And in Norway, we don't have any competitors. So we feel pretty safe up there. Et donc, oui. Est-ce que... Ah, pardon. Oui. Donc la réponse, c'est que en fait, les apps s'améliorent constamment, permettent une productivité accrue, ce qui fait que de démarrer à partir de zéro, ce serait extrêmement compliqué d'arriver à faire quelque chose, un modèle d'affaires qui serait aussi compétitif. Les gens qui ont essayé de s'organiser pour faire compétition à Foodora, par exemple aux Pays-Bas, ont échoué parce qu'ils n'arrivaient juste pas à suivre la cadence. Et c'est pourquoi, comme il le disait, les livreurs cherchent à changer le modèle de l'intérieur plutôt qu'à créer une alternative qui pourrait réellement compétitionner avec des applications qui ont essentiellement des monopoles dans les domaines et dans les pays dans lesquels elles opèrent. Oui, alors ça, c'est une vision sur cette question de l'application alternative, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut justement parler de CoopCycle dans la salle, par exemple. Ou justement des coopératives alternatives qui... enfin voilà, il y a beaucoup de modèles alternatifs qui existent en réalité de par l'Europe. Alors oui, moi je voulais vous parler de notre coopérative qui s'appelle Traboulotte, qu'on a lancé à Lyon. Et les modèles alternatifs de coopératives sont peut-être pas une idée si suicidaire que ça. On s'est lancé le 1er octobre à Lyon. Pardon, je n'étais pas assez près du micro. Et là, on en est à notre 100e commande depuis hier. Voilà. Donc c'est peut-être pas une idée si suicidaire que ça. Et je pense que ça vaut le coup de tenter une alternative comme ça. Et je pense en plus que ça va de pair avec un changement à l'intérieur des organisations, des plateformes. Et aussi, ça va de pair aussi avec donc des grèves au niveau national et transnational. Donc nous, on peut livrer. Si on peut livrer, c'est grâce à une application qui s'appelle CoopCycle, qui est un rassemblement de coopératives et qui nous met à disposition son application. Donc on a quand même une application pour livrer et c'est faisable. Voilà, c'est à peu près la réponse que j'avais. Alors, attends, chacun doit parler. Attends, il voulait aussi parler. Marco aussi avait
une intervention sur les alternatives. Oui, par rapport à l'idée de faire concurrence, à la plateforme, moi, à nouveau, je pars d'une perspective tout à fait différente, mais donc je défends quelque part ma discipline, et pour souligner les problèmes suivants. Donc, si il n'y a pas une possibilité d'établir des planchers de règles concernant les conditions de travail, etc., les concurrents des plateformes se retrouvent à devoir choisir si rester fidèles à une idée de travail différente, avec des meilleures conditions, mais alors avec une concurrence vers le bas de la plateforme elle-même qui s'en fiche de cette idée plus sociale. Donc, soit une concurrence peut exister s'il existe des règles aussi qui garantissent qu'il n'y ait pas une concurrence vers le bas dans les conditions de travail. Soit, évidemment, fonctionner sur base d'un appel aux consommateurs éthiques, etc. Là, alors, OK, mais ça restera une niche différente de la concurrence de la plateforme. D'où, voilà, l'importance, je ne sais pas pour défendre simplement mon rôle dans la société, mais l'importance des règles qui permettent d'avoir un plancher pour tout le monde. Yeah, just it's very short. Yeah, well, I bow in the dust to that kind of a startup. There has been someone trying in Oslo, but they failed. It takes such an amount of guts and time and effort and financial backup. So it's really, really hard. But again, as I said, each country is also so incredibly different. Each market is different. So. I cross my fingers for your entrepreneurship. Donc, il salue l'initiative, il applaudit, il est admiratif pour ceux qui osent se lancer. Mais ils ont observé qu'à Oslo, les gens qui avaient tenté une telle aventure coopérative pour compétitionner les plateformes existantes, ça n'a pas du tout fonctionné puisque tout ce que ça demande en investissement, en temps, en argent, en effort, en marketing, en tout ça, c'est extrêmement difficile de mobiliser les ressources nécessaires pour réussir à compétitionner. Mais s'il y en a qui y arrivent, félicitations. Et il abonde dans le sens que, voilà, c'est comme ce que vous disiez, il faut combiner les deux stratégies, mais c'est extrêmement difficile. Oui, donc oui, sur les plateformes alternatives, c'est vraiment très important de voir à quel point ça peut être une vision d'avenir, puisque c'est d'autres formes d'emploi, justement, c'est vraiment essayer de créer un autre modèle d'emploi pour les coursiers. Mais c'est, comme on l'a dit, très compliqué et pour le moment, ce n'est pas forcément, en effet, très compatible avec la concurrence actuelle, comme tu l'as rappelé. Par contre, j'aimerais revenir sur la question, si on coupe l'appli, le modèle s'écroule, avec Jérôme et Martha. Voilà. Est-ce que la déconnexion, c'est-à-dire la nouvelle façon de faire la grève, est vraiment efficace ? Oui, alors il y a deux méthodes de faire la grève. Il y a la première ancestrale qui nous rapproche des Ludites, en fait, la destruction des machines parce qu'on avait peur qu'elles nous prennent notre emploi. Donc ça s'est passé, 17e je crois, début 19e. Et puis ensuite il y a la grève dont on a parlé tout à l'heure, la place de grève. Je m'amuse des fois à poser la question à des jeunes s'ils savent ce que c'est que faire la grève. Ils disent ouais, c'est arrêter de travailler. Je dis non, originellement faire la grève c'est aller sur la place et attendre qu'on se fasse embaucher sur la place de grève originellement. Et donc c'est exactement ce qu'on faisait il y a encore quelques mois quand on allait à Place de la République, qu'on s'asseyait sur les marches de la Place de la République à Paris et qu'on attendait connecté à notre téléphone que notre téléphone sonne en fait, quand l'algorithme nous bipait. Donc voilà, en fin de compte, il ne s'agit pas de se déconnecter de l'application pour que l'application bug. Parce que très très vite, les plateformes ont compris que c'est pas grave que les livreurs se déconnectent parce qu'il y en avait 50, 100, 3000 qui attendaient du travail. Donc elles envoyaient un petit message aux livreurs qui n'étaient pas inscrits sur les créneaux de ce soir-là. Il y a beaucoup de commandes en ce moment. Si vous voulez vous inscrire alors que vous ne l'êtes pas, venez. Les mecs, ils arrivaient et on se retrouvait à voir passer des scooters et des vélos qui bossaient pendant que nous, on faisait grève. Donc on s'est vite aperçu que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Par contre, il y a quelque chose qu'on a découvert aussi, c'est que, ok, on était connecté sur la plateforme, on attendait les commandes, et quand elles arrivaient, quand on les recevait, on les refusait. Et ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois sur une même zone,
La semaine dernière, on était à Paris, on a fait ça devant 2 restaurants, l'application, elle a planté. Alors, Paul me dirait, oui, mais bon, tu attaques le modèle, presque ceux qui te nourrissent. Oui, c'est surtout qu'en fin de compte, on les attaque. On ne va pas les faire couler demain, on ne va pas les faire couler après-demain. Je raconte souvent que Take It Easy, qui est une société que vous devez connaître ici, n'a pas coulé parce que les livreurs faisaient grève, même si on a tenté de le faire. Je parlais tout à l'heure de 2015, où les choses ont commencé. Chez Take It Easy, à Paris, les premières réunions de négociation, c'était chez Take It Easy. Donc ils n'ont pas inventé que le modèle startup que vous connaissez. Donc voilà, on a compris qu'on pouvait faire bugger l'algorithme. Alors évidemment, après tout cela, c'est pour ça que j'ai un petit peu les 2 casquettes. Ce soir, j'étais plus casquette syndicale. Et Copcycle, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Il faut savoir que Copcycle, c'est pas juste quelques personnes qui codent dans leur chambre avec l'image du geek qu'on peut imaginer. Non, non. Copcycle, c'est 20 personnes qui viennent de différents horizons militants, qui ont des longs réseaux, parce que c'est des gens qui ont une trentaine d'années en moyenne, qui ont déjà des parcours de vie, des parcours politiques très très ancrés. Et on a découvert qu'en fait, si les plateformes classiques qu'on connaît ont besoin d'un gros on va dire réseau marketing, enfin elles ont un réseau marketing, elles ont un réseau politique. Nous aussi, chez Copcycle, on a su tisser un réseau évidemment de sensibilité de gauche, parce que beaucoup de gens de Copcycle viennent du mouvement Nuit debout, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui, s'il s'est endormi, j'ai envie de dire, et non pas mort, voilà, il a créé d'énormes réseaux, et on travaille beaucoup avec ces réseaux-là dans toute la France, et même justement au-delà de l'Europe. Donc évidemment, maintenant, on sait comment faire bugger les applications, on sait comment éventuellement le remplacer à moyen terme ou à long terme. Et puis, pour vous finir sur une anecdote, en ce qui me concerne, pour finir là-dessus, il faut savoir qu'en France, en ce moment, Deliveroo a baissé la tarification, donc on fait des grèves depuis 2 semaines, et il y a quelques mois, Deliveroo a inventé, enfin a amené en France un concept qu'ils ont créé en Angleterre, les Deliveroo Edition. Alors les Deliveroo Edition, c'est bien parce que avec les données qu'ils ont recueillies de tous les restaurants, ils ont élaboré des spécificités, des plats préférés dans certaines zones. Ils savent exactement qui mange quoi, quand, à quelle heure. Donc avec tout ça, multiplié par des milliers, ils ont créé ce qu'ils appellent des Deliveroo Edition, qui sont des cuisines qui produisent les plats, les repas préférés d'une zone. Et donc ce qui fait qu'il y a une concentration de cuisine, il y a des bobounes, il y a des burgers, il y a des burritos dans un seul et même endroit. Et il y a un endroit à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, où il y a presque une dizaine de cuisines qui balancent comme ça des trucs, une espèce d'usine. Et on a décidé d'aller bloquer ça demain soir. Et avant même qu'on aille bloquer, cet après-midi, alors qu'on avait fait des grèves devant 2-3 restaurants avec le bug et des choses comme ça, qui nous avaient laissé Deliveroo assez dubitatif, un petit peu goguenard. Oui, mais ils sont qu'une dizaine, ils sont qu'une trentaine, c'est pas grave, on a 4000 mecs qui attendent de bosser. Là, cet après-midi, ils nous ont appelés en sollicitant le CLAP. Le CLAP, c'est pourtant entre 10 et 15 livreurs qui, la semaine dernière, étaient donc minimaux. Là, voilà, cet après-midi, Deliveroo a appelé le CLAP en disant « Ouais, ça serait bien qu'on discute, quoi. » Parce qu'ils savent très bien que demain soir, on va les taper directement à la tirelire. La concentration de leur modèle de production est là. Donc, ce n'est pas un restaurant, c'est 10 restaurants d'un coup. Et ça les fait flipper, parce qu'ils savent très bien, je finirai là-dessus, que cette machine, cet algorithme, ces plateformes, je le disais tout à l'heure, ils sont très très fragiles, ils reposent sur de l'image et sur des levées de fonds. Sauf que si l'image est égratignée, les levées de fonds se tarissent, parce que les gens qui donnent des millions, des centaines de millions à Deliveroo ou à Uber ou aux autres, si elles voient que socialement, il est en train de se passer quelque chose de plus cool du tout, de plus pastel, de plus funky, là, elles vont investir ailleurs. Et Deliveroo, demain, peut se retrouver non pas racheté par Uber à 3 ou 4 milliards, mais carrément coulé comme Take It Easy. Voilà ce qui peut se passer. Et Martha, aussi donc sur cette efficacité de la grève de la déconnexion en Italie. C'est clair que toujours, on aura préféré de s'asseoir à une table et de bavarder et de négocier des conditions meilleures de travail avec notre responsable.
dans la calme, dans la discussion. Et effectivement, c'était comme ça qu'on avait débuté, en demandant des rendez-vous pour dire ah bah non, on ne veut pas qu'on nous baisse le minimum horaire à 4 €. Non, on ne veut pas que vous nous mettiez le travail à la tâche. Non, au fait d'augmenter l'horaire de travail de 10 heures à 1 heure du mat. Et 23 heures, 1 heure du mat, c'est à la tâche totale. Non au système de contrôle de performance, de ranking, de rating, qui détermine la possibilité d'accéder, de trouver de slots, à ce que le calendrier s'ouvre aussi dans un pourcentage de une valuation de tes performances très haut. Du coup, on avait essayé de discuter, on avait envoyé des lettres, on avait dénoncé ça dans une ambiance dialogue. Mais bon, ils nous ont refusé totalement tout le type de discussion. Et du coup, carrément, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, et je pourrais aussi ajouter le fait que pas seulement cette plateforme qui ont un régime fiscal super favorisé en étant start-up, qui baissent les coûts du salaire comme ça avec nous, ils vont aussi ils sont élusifs soit de normes de droit de travail et soit du droit sociétaire. Du coup, il y a tout un panorama des trucs, des questions qui ne marchent pas. Et la dernière étape, c'était de se déconnecter. L'app, c'est notre outil de travail. Et on arrête avec ça. C'est clair qu'on veut continuer à travailler, mais il faut le faire de façon digne. Et à la question de Serge là, sur la livraison McDo, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il ne serait pas aussi possible d'aller vers d'autres types d'emplois sur une vision de la transition avec des emplois beaucoup plus intéressants et justement qu'on ne se laisse pas embringuer dans ce modèle. Et ça rejoint d'ailleurs la question des coopératives. Voilà. Peut-être un élément, je pense qu'on l'a déjà un peu entendu, on a toute cette plateforme et ce fonctionnement dont on vient de dresser une critique nécessaire, étant donné la situation complètement asymétrique qu'il y a entre la puissance de la plateforme et puis le travail des coursiers, dont on voit bien que toute une série d'éléments dans leur vie quotidienne est soumis au dictat, au fond, de la plateforme, qui baisse les salaires, qui change les slots, qui a des règles du jeu qui changent tout le temps et sur lesquelles ils ont très très peu de prise. Par ailleurs, on a vu aussi qu'il y avait toute une série d'autres initiatives. En fait, il y a des quantités de plateformes. Il y a des quantités de plateformes aussi qui sont créées par des prestataires, par des personnes freelance, sur des graphistes, etc., qui cherchent plutôt à avoir des modèles de coopération et pas de compétition entre eux. Et donc, toute cette effervescence de nouvelles activités, il y a à la fois le pire, d'une certaine manière, et puis il y a toute une série de choses intéressantes qui sont en train de se passer. Et un des problèmes, c'est qu'en fait, il y a un peu une émergence de tout. Les modèles alternatifs plus coopératifs existent, ont du mal à supplanter les autres, mais ils sont porteurs, eux, pourtant d'autres valeurs et d'une volonté d'organiser le travail autrement et suivant des règles qui sont aussi nouvelles, notamment cette idée de coopération et pas de compétition, de ne pas se mettre en concurrence les uns les autres pour essayer d'attraper une petite tâche, mais d'essayer de contrôler davantage le marché ou bien de s'assurer que l'on fait des choses ensemble, etc. Et moi, je trouve ça intéressant, enfin, c'est intéressant à analyser comme sociologue, et je trouve aussi qu'il y a quand même toute une critique, en fait, du travail salarié classique qui est quand même là en contrepoint, qui attire aussi toute une série de prestataires qui vont aller plutôt vers ces formes-là, l'appel, l'idée d'une certaine liberté, des formes de liberté dans la réalisation de son activité est quelque chose qui est une valeur un peu puissante qui vient. On voit qu'elle est souvent
dévoyé, que dans un certain nombre de cas c'est juste une façade et que ça ne marche pas dans les faits, mais néanmoins on ne peut pas ne pas s'interroger aussi sur le fait qu'il y a un certain engouement, qu'il y ait des formes d'innovation et qu'en retour ça interroge aussi les formes beaucoup plus classiques de travail et la critique que l'on peut en faire. Et donc dans ce cadre-là, il y a un espace, en tout cas, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut observer, parce qu'en termes d'innovation et peut-être de transition, ben, voilà, c'est quelque chose qu'il faut observer et accompagner, à mon avis. Eh bien voilà, la soirée se termine. Je vais rappeler, comme je l'ai fait au départ, qu'il y a demain, après la fin de l'Assemblée générale européenne des coursiers, pardon, c'est mieux, hein, non? Ah, livreurs, pas coursiers. Justement, c'est ça, c'était l'inverse. Livreur, puisque livreur, c'est un vrai métier, et coursier. Ah, voilà, j'aurais dû faire la définition à Jérôme. Donc, bref, cette Assemblée générale européenne se terminera par la manifestation à 18h porte de Namur. Si vous êtes intéressé à connaître les résultats des travaux de l'Assemblée, eh bien, venez à ce point, à ce point de rencontre, et éventuellement avec votre vélo, si vous voulez continuer avec eux la manifestation. Et enfin... voilà, donc merci à tous les invités d'avoir pu nous donner un aperçu sur la transformation du travail dans l'économie de plateforme ce soir. Merci Jérôme, merci Paul, merci Martha, merci Marco, merci Marc.